Aujourd'hui, enfin ce soir, cette nuit, on va parler de sécurité opérationnelle. Qu'est-ce que c'est que la sécurité opérationnelle? Bah tout d'abord, enfin, déjà, est-ce que ça vous parle? Est-ce que le sujet vous parle ou vous évoque quelque chose? Ou genre vous êtes venu un petit peu en mode il y a de la lumière, on va voir ce que ça donne. Ok. Eh bah c'est cool parce qu'on est là pour apprendre des trucs de toute façon. Alors, comme toute bonne présentation, je vous propose un plan assez, assez détaillé, donc une partie théorique, hein, parce qu'il faut toujours commencer par de la théorie, et une partie pratique, entre guillemets, avec des exemples, et c'est là où je vais vous raconter deux, trois histoires qui sont quand même assez marrantes. Alors, qu'est-ce que c'est que la sécurité opérationnelle? Eh ben, la sécurité opérationnelle, ou OPSEC, de son petit acronyme pour Operational Security, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent justement de traiter les risques qui peuvent survenir si on maîtrise mal l'information que l'on fait fuiter, que l'on accorde à un potentiel adversaire. Alors ça peut être parce qu'on est trop bavard, humainement, j'entends. Typiquement, enfin je sais pas, moi demain je veux faire de l'espionnage industriel sur une société, bah manque de peau, cette société, entre guillemets, ne contrôle pas les informations que ses employés livrent sur LinkedIn. Donc je collecte un petit peu la liste des membres de la R&D de cette entreprise. J'arrive à les identifier, je les suis, entre guillemets, enfin je repère où ils partent manger, typiquement, parce qu'en général, les gens se lâchent plus quand ils sont en train de bouffer, tout simplement. Et je les suis, je me pose à côté et je grappille deux trois infos. Donc, typiquement, là, si les gens étaient formés, ils parleraient pas de sujets sensibles au resto. Voilà, donc ça c'est un exemple de faiblesse dans la sécurité opérationnelle. Alors bon, on peut traduire ça en bon, un truc bidon, hein, c'est ce que j'ai dit, c'est faire gaffe aux petits détails qui peuvent venir nous péter en pleine figure. Ah oui, oui, pas oui, on se gêne pas pour choper des infos IRL. De toute façon, techniquement, tu vas voir qu'en gros, enfin voilà, faut considérer en gros, mettons, je veux attaquer une organisation, entre guillemets, tous les coups sont permis, quoi. Je vais gratter de l'info IRL, je vais faire de la surveillance, ou je vais tout simplement bah, m'attaquer aux solutions techniques. Donc là, c'est là où on entre dans le hacking, quoi, typiquement. Donc il y a l'intrusion physique, voilà, c'est le terme classe pour dire qu'on s'introduit, qu'on rentre par effraction dans un bâtiment, qu'on fait les poubelles pour ramasser des infos si les infos sont pas détruites, etc., etc. Ou bah, qu'on s'introduit de manière logique dans un système, donc là, ce qui s'appelle tout simplement une intrusion logique. Alors, pourquoi vous allez me dire faire de l'obsèque? Eh bah, c'est extrêmement simple, parce que si toi, mettons, bon, si toi, tu es un petit Jean Axor et que tu fais des carabistouilles, eh bah, si t'es un petit peu pourri en obsèque, si tu te prémunis pas des infos, enfin voilà, si tu lâches trop d'infos, bah, typiquement, on pourra remonter à toi, et voilà ce qui pourra t'arriver. Alors bon, là c'est pour le côté un petit peu méchant, hein. Vous voyez qu'en gros, à supposer que vous faites des choses pas très légales, ça peut vous prémunir de bien des ennuis au vu des, enfin voilà, envers les autorités. Enfin voilà, en gros, ouais, pour résumer, une bonne sécurité opérationnelle, ça vous empêche des emmerdes, tout simplement. Alors je vous ai mis une petite vidéo de Sami Kamkar. En fait, c'était un mec qui avait hacké MySpace, donc ça date, hein, ça date de 2013. Et à un moment, il est fandard ce mec. Il dit que, en gros, un jour, t'as les, t'as les, t'as l'équivalent du FBI, on va dire, qui a débarqué chez lui. Ils ont tout pété, ils ont chopé son téléphone, son ordinateur, tout dispositif électronique en fait qui pouvait stocker de l'information de manière électronique, ses CD, ses DVD, sa Xbox même. Et là dans la conférence, tout le monde est mort. Oh la Xbox.
Enfin bref, voilà, en gros il s'est foiré et voilà ce qui est arrivé. Alors là, c'est un petit peu une thématique un peu légère, hein, genre un mec qui fait une connerie et ça lui retombe dessus. Mais la sécurité opérationnelle est utilisée plus globalement en fait dans le monde militaire, non, ce qui est normal en fait. Typiquement, voilà, t'es un soldat qui part en opération spéciale à l'étranger sur un théâtre des opérations. Ce serait quand même sacrément emmerdant qu'un État l'apprenne, enfin qu'un État adverse l'apprenne en l'occurrence, qui sache, enfin, voilà, qui sache précisément où tu vas et que du coup il sache qu'il va se dérouler quelque chose ici, quoi, tout simplement. Là, je vous ai pris un exemple dans le monde militaire. Ça s'applique très bien en intelligence économique, en renseignement économique du coup. En prenant le cas d'un dirigeant voilà, qui part négocier un contrat secret en Afrique, mettons, le risque d'atteinte à la personne doit être considéré, enfin ça dépend de la nature du contrat que tu vas négocier, mais dans le cadre de trucs assez sensibles, enfin voilà, le risque de kidnapping tout simplement est à prendre en compte. Et c'est pourquoi une bonne sécurité opérationnelle réduit ce risque. Alors, comme je vous l'ai dit du coup, pour résumer, une bonne obsèque égale pas de galère. Alors je vous l'ai pas dit, hein, mais n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à m'interrompre. S'il y a un sujet que. Enfin voilà, si je suis pas clair, ou s'il y a un sujet sur lequel vous souhaitez plus d'informations, plus de précision. Pour vous présenter un peu ce que c'est l'obsèque, eh ben, je vais reprendre des exemples qui sont assez connus du grand public. Alors ça, j'imagine que vous connaissez. Et d'après vous, pourquoi je parle d'obsèques de sécurité opérationnelle en vous donnant l'exemple de ce film? Conso tout coco, pas d'idée? Hop, je vais faire un tour sur le topic. Tac. Aucune idée, mine de rien, enfin c'est simple, non? Je suis pas clair. En gros, les mecs, tu vois, dans Reservoir Dogs, avec les... Je savais. Dans Reservoir Dogs, les mecs, ils se donnent pas leur nom. Ils s'appellent par des surnoms. Typiquement, justement, pour que, bah voilà, si un se fasse choper, et ben, qu'il puisse pas balancer les autres. Dans la même idée, dans Reservoir Dogs, c'est pareil. Normalement, entre guillemets, justement, ils s'appellent pas par leur prénom et ils se racontent pas non plus leur passé. Justement, toujours pour se prémunir du risque que s'il y en a un qui tombe, qu'il entraîne pas les autres dans sa chute. Et bah ça, mine de rien, c'est une manœuvre de sécurité opérationnelle. Hop. Encore un exemple, alors ça c'est dans Maman j'ai raté l'avion. Alors c'est un peu relou. Tac. Avec le slide de diapo, je peux même pas vous foutre le son. Moi je suis désolé. Hop. À chaque fois que j'essaye de foutre le son, il y a l'autre truc qui pop. Alors en gros, je sais pas si vous vous souvenez de ce passage, mais t'as un des voleurs qui vient se ramener en mode je suis le policier municipal, coucou, en période de Noël, il y a souvent des cambriolages. Je viens voir si vous êtes. Mais dans tes exemples, c'est pas poussé à l'extrême? Bah, un petit peu, oui, mais en soi, les mesures de sécurité opérationnelle, elles doivent être adaptées au risque que tu veux couvrir. C'est clair que si tu veux te prémunir d'un risque d'un cambriolage opportuniste, tu vas pas le faire de la même manière que si t'étais, mettons, un espion qui était infiltré en territoire ennemi et dont la moindre action pourrait le trahir. Voilà, en gros, si t'as un État avec des moyens, si la menace qui te menace a des moyens considérables et te cherche, entre guillemets, tu vas prendre beaucoup plus de précautions et beaucoup plus de mesures, entre guillemets, extrêmes de sécurité opérationnelle pour pas te faire griller, quoi. Donc là, en l'occurrence, voilà, vous avez pas entendu, mais en gros, le mec, il se fait passer pour un policier municipal, hein.
Il vient faire le tour des pâtés de maison. Ouais, ça va, vous êtes bien équipé parce qu'il y a souvent des cambriolages. Et comme ça, bah, il se permet de repérer un petit peu les lieux avant de passer, lui. Et il se trouve que les gosses, ils lui lâchent absolument aucune info. Ils restent comme des cons, la gueule ouverte. Tandis que le mec, le père de famille, alors là, lui, il va tout lui balancer. Il va dire, bah oui, on a ci, on a ça, on a une alarme au premier étage, on a un truc. Enfin, là, en gros, il lui déballe tout son système de sécurité. Et bah, le cambrioleur, évidemment, c'est l'attaquant qui utilise de l'ingénierie sociale. Donc voilà, pouvoir enfin, comment ça s'appelle pouvoir de l'uniforme, hein, le biais d'autorité, histoire de gratter de l'information. Enfin là, c'est les travaux en psychologie sociale enfin voilà, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais Bushman peut-être. Enfin en gros, voilà, quand on est face à une figure qui dans l'imaginaire collectif représente l'autorité, eh ben on a tendance à lui déballer un petit peu tout et n'importe quoi. Et il y a des moyens qui permettent de savoir si tu surévalues ta menace. Eh bien, bah là c'est un petit peu ton travail et c'est la méthodologie de l'obsèque justement qu'on va voir plus tard. Mais c'est à toi de voir. Je veux dire, comme je te disais, si c'est un état que tu crains, typiquement, il va falloir être plutôt parano, quoi. Après, enfin voilà, faut pas verser dans la psychose et la parano non plus, quoi. Mais c'est une question, voilà, c'est une... De toute façon, la sécurité doit toujours être adaptée à un risque. On fait pas de la sécurité pour le plaisir. Même en hacking, hein, en général, enfin voilà, les gens qui veulent des prestations d'audit ou ce genre de trucs, ils ont une idée de quel risque ils veulent couvrir et quand on les interroge, enfin voilà, ils ont une idée des risques qui les menacent et du coup on mène enfin voilà, la prestation de hacking ou enfin voilà ce genre de choses, on les oriente pour justement couvrir ces risques en priorité. Alors il s'avère que toi aussi, tu vois, quand tu te barres en vacances et que tu files tes clés à ton voisin pour qu'il t'arrose les plantes, qu'il nourrisse ton chat et tout, et bah mine de rien, tu fais de l'obsèque. Enfin, à ton niveau. Pourquoi? Bah parce que mine de rien, si ton voisin il vient chez toi et qu'il arrose tes plantes et qu'il nourrit ton chat, eh bien, il contribue au fait que, enfin voilà, en gros, il réduit les signaux qui montrent qu'il y a personne dans l'appartement. Ce qui fait que, en considérant une menace qui agit de manière opportuniste, dans le cadre d'un cambriolage à Noël ou pendant les vacances, et bah mine de rien, t'as traité ton risque. En filant les clés à ton voisin, t'as réduit le risque de cambriolage. Magnifique. Alors, voici la méthodologie de l'obsèque du coup. Alors comme tu disais, enfin voilà, il faut qualifier la menace, hein. Unique ID. Il faut d'abord identifier en fait les informations sensibles qui, si elles venaient à fuiter, pourraient nous être préjudiciables. Ensuite, bah, analyser qui nous en veut typiquement, comme je vous ai dit, si c'est un État, si c'est un cambrioleur, si c'est un concurrent qui veut faire de l'espionnage industriel et qui a un peu pas de scrupules et qui emploie des barbouzes entre guillemets pour nous voler nos secrets industriels. Suite à quoi, bah voilà, en fonction de la menace et des moyens qu'elle a, bah, on peut qualifier le risque, hein. Selon les vulnérabilités, enfin voilà, les informations que notre système concède à l'extérieur, ce qui représente des vulnérabilités, et la menace, voilà, la menace, elle, euh, elle a un certain pouvoir, un pouvoir de collecter les informations que l'on concède, d'aller les chercher, de les transformer en renseignements, tout simplement. Parce qu'une information brute, c'est bien, mais autant, enfin voilà, le renseignement, ça a une valeur stratégique. Et une fois qu'on a qualifié justement le risque, eh ben on va le traiter. On va le traiter comment? Bah, on va le traiter en réduisant les informations sensibles, enfin voilà, en mettant des moyens pour empêcher les informations sensibles que l'on peut concéder de nous nuire. Ça peut être bah, soit en mettant des mesures de sécurité en aval, hein. Bon voilà, si cette information est fuite, au final c'est pas si mal, enfin, c'est pas si grave, je veux dire. Ou bah tout simplement en s'assurant qu'elle fuite pas. Alors, selon mes lectures personnelles, j'en suis venu à
un ensemble de règles personnelles. Enfin, je fais ça pour le fun, hein, je veux dire, dans ma vie, j'ai pas. Comme je vous ai dit, je reste du bon côté de la barrière et mon emploi ne m'astreint pas à appliquer ces règles. Donc, j'ai pas trop de galères à ce niveau-là, c'est plus pour le délire. Et pour être prêt, on sait jamais. Toujours, toujours être prêt. Première règle, bah, c'est ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule, c'est-à-dire que si tu veux faire un truc, eh ben tu te tais. Tu te tais. Et tu parles pas de ce que tu vas faire, voilà, tu révèles jamais de détails personnels, et t'appliques le besoin d'en connaître. Alors bon là c'est un peu extrême, comme je vous ai dit, je vais vous donner un ensemble de règles, faut les adapter à la menace, hein. Euh, Enfin voilà, le besoin d'en connaître, en fait, c'est un truc qui est très utilisé dans le milieu militaire ou dans le milieu de la sécurité de l'information, tout simplement. Euh, En gros, si t'as pas besoin de savoir un truc, bah tu le sais pas. Enfin, si t'as pas besoin de le savoir, on te le dit pas. On te file juste le minimum requis pour accomplir ta mission. Voilà, donc première règle, tu te tais. Tu fermes bien ta gueule. Voilà, si l'ennemi a pas d'infos, au moins c'est l'assurance qui va pas te nuire. Donc là, c'est un petit peu extrême, et encore une fois, faut adapter ça. Voilà, si t'es un espion en territoire hostile, ou si t'es un militaire en territoire hostile, enfin voilà, tu vas pas te comporter de la même manière qu'un employé qui travaille un employé de recherche et développement à qui on a fait une formation à la va-vite sur le fait qu'il fallait bien fermer sa gueule et pas poster sur LinkedIn les projets secrets sur lesquels on travaillait. Voilà, ne faire confiance à personne, ne pas prendre ça à la rigolade, être proactivement paranoïaque, parce que voilà, typiquement, quand on a... Enfin voilà, en fait, si je vous prends ces exemples, c'est qu'il y aura des exemples de fail en hacking plus tard dans les slides. Alors, être proactivement paranoïaque, parce que voilà, si typiquement on est grillé, bah on est grillé, ça sert à rien de prendre 1000 mesures, si l'info a fuité et qu'elle a été transformée, on est foutu. Si tu agis en tant que clandestin, enfin, voilà, pas avec ta vraie identité, bah mélange jamais ta double vie et ta vie réelle. Prémunis-toi des contaminations. Alors une contamination c'est quoi? C'est lorsqu'on, entre guillemets, on se crée une fausse identité. Faut s'assurer qu'elle soit bien étanche avec notre vraie identité. Faut que depuis notre fausse identité on ne puisse pas remonter à notre vraie identité. Bah là c'est un peu extrême. Là dans quel domaine tu appliques ces règles? Là, c'est typiquement quand tu fais des conneries, hein. Là, c'est le hacking, mais en mode opération offensive. Bah, typiquement, enfin, voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais la lutte informatique offensive, c'est un truc de malade. C'est un truc qui se fait depuis 20 ans, on va dire. Et typiquement, c'est péter des organisations bah, étrangères, mettons. Enfin, pour se mettre bien, tout simplement. Genre, je sais que. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de WannaCry, le virus qui a paralysé la planète. En fait, il s'avère que à l'origine de ce virus, c'est un État, bah c'est la NSA en fait, qui s'amusait à péter des organisations à travers le monde. Et quand je dis organisation, c'est organisation stratégique, c'est des centrales, des centres de recherche. Les centres de recherche étaient beaucoup visés. Et il y en avait partout. Enfin voilà, c'était en Belgique, en France, en Afghanistan, en Iran, en Algérie, etc., etc. Typiquement, si on peut voler des recherches faites par des pays étrangers, autant se servir, quoi, au lieu de foutre des moyens pour les faire nous-mêmes. Donc là, typiquement, c'est un cas où ça peut s'appliquer si vous êtes bah, un ingénieur de l'État qui s'amuse à aller péter des organisations étrangères. Donc là, c'est typiquement des services de renseignement. Ou bah, si vous faites des conneries tout simplement sur Internet, si vous vous amusez à être un escroc sur Internet. Je rappelle que cette présentation est faite par un mec du bon côté et que cette présentation n'a qu'un but informatif. Être proactivement paranoïaque, je l'ai foutu 2 fois, et éviter d'écrire des informations inutiles. Voilà, bon, ça tombe sous le sens, on va dire. Donc là, c'est pareil, hein, on active le niveau de menace extrême, hein, supposons que vous êtes... faut pas que... Enfin voilà, que c'est un état à la manœuvre en face et qu'il faut vous prémunir de ça. Enfin voilà, qu'il faut pas... En gros, faut pas se faire griller, quoi. Dans l'idéal, faut se créer une fausse identité.
Bon, c'est le fameux. Enfin voilà, si vous avez vu le Bureau des légendes, ça va peut-être vous parler, hein. Se créer une légende avec une histoire, une vie, etc. etc. Faut alimenter ta légende dans le cyberespace, et donc se créer des mails, des comptes sur les réseaux sociaux. Si on se crée des comptes sur les réseaux sociaux, bah faut les alimenter, hein. Si, bah, enfin, voilà, c'est pareil, bon, là je parle encore de gens qui sont dans l'illégalité, mais mettons t'es un escroc sur internet, tu vends de la drogue ou des conneries comme ça, voilà, tu vas te créer une fausse identité, quoi. Et typiquement, si tu utilises un pseudo, bah tu n'utilises, voilà, en gros, tu te crées une fausse identité, et à cette fausse identité, tu associes un pseudo. Et tu n'utilises que des pseudos, et tu ne révèles jamais d'informations sur ta vraie identité. Alors je vous dis, hein, cette présentation, elle est un peu extrême là. Enfin, je vous dis tout de A à Z. Parce que en gros, voilà, si vous êtes face à une menace simple, fermez votre gueule, ça va quoi, normalement. Mais pour être exhaustive, je vous parle de tout. Donc, créer une fausse identité et l'alimenter. Alors, sur le papier, c'est simple. En pratique, c'est extrêmement chiant. C'est extrêmement chiant, pourquoi? Parce que faut prévoir à l'avance les personnages que tu vas créer. Et c'est horriblement chiant à maintenir. Bah ouais. Parce que si les choses vont bien et que t'es pas grillé, bah ça veut dire qu'il se passe rien. C'est vraiment quand t'as les coups de projecteur sur toi que tu flippes et que c'est un peu trop tard et que tu sais que tu t'es cafouillé, que t'as cafouillé, que tu t'es foiré. Et c'est pareil, les comptes sur les réseaux sociaux, punaise, va maintenir en vie des comptes sur les réseaux sociaux pour que ce soit crédible. C'est extrêmement chiant. Au-delà de ça, c'est voilà, enjoy ta schizophrénie parce que c'est assez pesant psychologiquement. Bah oui, c'est pas amusant de maintenir une fausse identité. Euh, oui, mais si tu crées un compte sur les RS pour une fausse identité et que le compte est daté de septembre 2019, t'es direct méga grillé, non? Bah c'est ce que je dis en fait, faut les prévoir un petit peu à l'avance, tes identités. Il faut toujours en avoir un petit peu de rechange si tu prévois de faire des carabistouilles. Moi, par exemple, bon, c'est pas, je fais rien de clandestin, hein, c'est juste pour m'amuser entre guillemets dans ma discipline et faire deux trois trucs quand même. Juste pareil, j'ai un compte fictif avec une RH de LinkedIn. Enfin voilà, j'ai une RH qui est à Total, le profil d'une RH qui est à Total, qui est sur LinkedIn et qui me sert justement à, bah voilà, en fait, à me dresser un panel d'ensemble d'adresses mail quand on doit évaluer la sécurité d'une entreprise en fait. Ce qui est le plus fandard, c'est que les gens, en fait, ils t'envoient des CV spontanément quand tu dis que t'es RH. Surtout dans un grand groupe, quoi. Ça m'a, ça m'a assez fait marrer. Alors, mais du coup, il faut pas le faire en amont. Genre, si tu prévois de faire quelque chose qui demande une fausse identité, tu peux pas te cramer. Tu peux pas te faire cramer que ton perso débarque nulle part comme ça. Bah si, tout à fait. Exactement. Exactement. Faut le prévoir à l'avance. Alors, bon là c'était entre guillemets les techniques simples que je vous ai dit, hein. N'importe qui veut faire des trucs un petit peu, qui veut faire deux trois carabistouilles, y pensera. Dans l'idéal, enfin voilà, c'est pas dans l'idéal, c'est si on veut être un petit peu plus sérieux, un petit peu moins grillé, eh ben il faut faire gaffe au profiling. Et le profiling, il va se baser absolument sur toutes les informations que tu concèdes. Et c'est là que voilà, on rentre en plein cœur de la sécurité opérationnelle. Donc là, en l'occurrence, je vous ai mis ne pas utiliser de caractère unique, donc le N espagnol, le R russe et le E accent aigu. Donc voilà, le N tilde, je crois que c'est utilisé que par les Espagnols, le R c'est que par les Russes, et le E accent aigu c'est que par les Français. Voilà. Le monde anglo-saxon, il y a, enfin voilà, dans l'Amérique, l'Angleterre, etc., ils n'ont pas d'accent. Donc, typiquement, si t'écris avec ça, bah on est sûr que t'es français, même si t'écris en anglais, hein, ou n'importe comment. Enfin, t'écris pas en anglais vu qu'il n'y a pas ces caractères, mais vous voyez l'idée, si t'emploies ces caractères, c'est que vraisemblablement, on peut vraisemblablement t'associer une nationalité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de la sécurité informatique, eh bien, il y a des virus que des États fabriquent, hein, en gros, celle-là c'est typiquement de la guerre électronique. Eh bien, dans certains virus, les mecs font exprès d'insérer des caractères en cyrillique en fait dans les commentaires du code pour justement faire porter le chapeau aux Russes.
Parce que à chaque fois, ça me fait marrer de ce genre de coup de Trafalgar, là, ce genre de technique. Tac. Je vais refaire un petit coup de hub sur le sujet. Tac. Alors, selon le même principe, faut pas garder ses habitudes temporelles, parce que si on voit que vous typiez, enfin voilà, que votre activité, bon là je parle des activités en ligne, hein, on est d'accord. Euh, voilà, voilà, je suppose que vous n'êtes pas des, je pars pas du principe qu'on est un espion sur le terrain, machin quoi. On est juste derrière son écran, on fait deux trois bêtises sur Internet. Si on regarde ses habitudes temporelles, eh bien tout simplement on peut vous associer un fuseau horaire. Et bah, petit à petit, en fait, l'étau se resserrera sur vous. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo de Bruno Le Salé. Euh, En gros, à un moment, 4chan, c'était avec Shia LaBeouf, il avait foutu un drapeau sur un bâtiment. Et 4chan s'est foutu. Enfin voilà, il avait foutu un drapeau, non, en pleine campagne. Et, bah, les gars de 4chan, ils se sont dit, bah vas-y, on va absolument le virer ce drapeau de merde. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient juste un stream hein, du drapeau. Mais ils avaient justement vu sur le ciel. Et du coup, ils savaient quand il faisait nuit. Et comme bah, les États-Unis, il y a plusieurs fuseaux horaires dessus, et bien rien qu'avec cette information, ils ont pu faire un filtrage géographique sur la localisation de ce drapeau. Ils ont poursuivi, ils ont vu qu'il y a deux avions qui se croisaient, ils ont ouvert une carte qui recense en temps réel tous les vols mondiaux. Ça, c'est typiquement du renseignement en source ouverte, hein, cette information. Vous tapez trajet en direct ou j'en sais rien, OSINT, plane, et ben vous avez ce genre de carte. Ils ont parcouru la carte justement pour essayer de repérer à tel moment de la journée où, dans quelle zone deux avions se croisaient. Et il y a une autre équipe qui la nuit en fait a observé les constellations pour faire des calculs trigonométriques et essayer de déterminer l'emplacement géographique. Juste à partir d'un string qui montrait le ciel avec un drapeau, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, franchement c'est un truc de malade. Et au final, bah, ils ont retrouvé le drapeau et ils l'ont décroché. Mais franchement, c'est des déglingos. Mais tout ça pour dire que, vous voyez, même la moindre information qui s'avère anodine, eh bien, elle peut vous être préjudiciable. Et c'est pour ça que, justement, la sécurité opérationnelle est une approche saine, justement, pour se prémunir de ces risques quand ces risques sont importants. Alors, ne pas parler du temps qu'il fait, c'est pareil, enfin, en fait, tout élément qui peut, entre guillemets, qui peut être discriminant enfin en gros c'est une grosse partie de qui est hein, le machin. À chaque fois que vous lâchez une information, bah le mec il vire deux trois profils jusqu'à ce qu'il reste que vous quoi. Donc on va faire comme le débarquement de Normandie hein. Au lieu de dire qu'il arrive à Lille, enfin on va dire qu'il arrive à Lille, enfin que le débarquement est à Lille alors qu'on va le faire en Normandie. Donc dans l'idée, s'il pleut chez vous, on dit que c'est la canicule. Si toi tu détestes les chiens, tu vas dire que t'adores les chiens. Vous voyez l'idée quoi. On intoxique l'adversaire de fausses informations pour qu'il aboutisse à de fausses conclusions et bah, qu'on le balade quoi tout simplement. Donc à ces règles comportementales sont également associées des règles techniques. Alors très franchement, enfin en plus il n'y a pas 30 slides, il y a 56 slides. Euh, je vais pas trop m'éterniser dessus. Si vous faites des bêtises en ligne, passez par Tor et par un VPN, puis par un VPN. L'ordre est important. Ne faites pas l'inverse. Le VPN que vous choisissez, faites bien attention à ce qu'il soit no log, enfin, voilà, et qu'il soit situé dans un pays qui ne collabore pas diplomatiquement avec le vôtre. C'est toujours mieux. Enfin, en termes de police en tout cas. Les emails, faut éviter, il y a plein de métadonnées, etc. Il faut tout chiffrer avec PGP. Dans l'idéal, en fait, à chaque fois que vous avez l'occasion de chiffrer des trucs, faites-le. Si vous faites des bêtises, utilisez pas votre propre connexion internet. Hein. Allez-y, enfin voilà, tâchez de vous en procurer une autre, on va dire. Si vous avez des téléphones, oubliez, hein. Les téléphones, c'est de véritables espions sur pattes. Il y a pas longtemps, on a appris que les services israéliens avaient
avait réussi à lâcher un virus par WhatsApp sur je sais pas combien de téléphones. Enfin voilà, les téléphones, et bon, et là je vous parle d'un service qui a foutu les moyens, un truc de malade, hein. Mais il y a des trucs extrêmement plus simples à faire sur les téléphones. Donc dans l'idée, voilà, si vous devez faire de la sécurité opérationnelle, prenez pas votre téléphone, hein. C'est, ça me semble évident, mais je préfère le préciser. Dans l'idée, il faudrait prendre un téléphone jetable, et d'ailleurs, petite précision qui est nécessaire. Alors pourquoi TorVPN dans cet ordre? Alors je sais pas, enfin je sais plus, faudrait que j'y réfléchisse. Là très franchement il est, il est bidule, je saurais plus vous dire. Enfin, mais bah, si tu veux je pourrais y réfléchir et on pourra en reparler si tu veux. Mais je sais que dans mes notes personnelles c'est bien explicité cet ordre-là. Euh, voilà, téléphone jetable. D'ailleurs petite anecdote, vous voyez bien que là je vous ai mis un screenshot du Bureau des légendes, donc une série sur le renseignement. Vous voyez bien que le mec, quand il achète un téléphone, on lui demande sa carte d'identité. Euh, tout ça pour dire que voilà, bah, je sais pas si, très franchement, je sais pas si les gens notent des trucs là-dessus. Enfin là, s'ils notent qui a acheté ça, quoi, en gros. Toujours est-il que dans l'idée, il faudrait un téléphone jetable ou avec des faux contacts éventuellement. Voilà, un seul objectif et la batterie retirée aussi pour. Enfin voilà, c'est des mesures un petit peu solides justement pour être un peu safe. Pour les attaques logiques, supposons que vous êtes un hacker de l'underground, faites pas les gold hein. Si vous devez attaquer un système, utilisez pas des gros tools ultra verbeux qui vont lever un paquet d'alertes côté défenseur enfin voilà, s'il est un minimum outillé. Donc typiquement tous les outils open source que les gens utilisent de manière agressive, naïve. Je dis pas que ça m'arrive pas, hein, mais moi j'ai jamais de contrainte d'être discret, hein. Je veux dire, moi je suis dans la légalité et on me paye pour faire ça. Donc, et quand je dois être discret, bah, c'est dans le cadre d'un contrat aussi. Et voilà, veux dire, mes prestations, je les fais sur des gens qui, qui les reçoivent, hein. Je suis pas en mode sauvage. Euh, donc voilà, pour les attaques logiques, maîtrisez vos outils et voilà, maîtrisez ce qu'ils font, quoi. Ne pas maîtriser un outil, bah, c'est la bonne voie pour faire des conneries et aller à la catastrophe et se foirer, quoi. Donc, je vous ai parlé de solutions techniques, mais les solutions techniques, c'est pas la pierre philosophale, hein, c'est pas le truc qui va résoudre tous les problèmes. Je vous ai parlé du réseau Tor. Bah, Tor, c'est extrêmement bien, hein. The Onion Network, mais il a des faiblesses structurelles. Donc, typiquement, celui qui contrôle les nœuds peut péter l'anonymat. Très grossièrement, Tor, c'est un réseau qui, à chaque nœud du réseau, rajoute une couche de chiffrement. En gros, le premier nœud il va chiffrer, le deuxième nœud il va chiffrer le truc qui a déjà été chiffré, etc. etc. Euh, mais à la fin, enfin voilà, en gros, il y a bien un nœud, il y a bien un nœud qui sera le dernier, et ce nœud qui sera le dernier déchiffrera la communication. Euh, et il y a bien un nœud d'entrée, c'est le nœud par où vous rentrez dans le réseau Tor. Le problème, c'est que, bon là je passe rapidement sur la faiblesse structurelle de Tor, une des faiblesses structurelles de Tor, c'est que tout le monde absolument peut devenir nœud du réseau, donc en créant suffisamment de nœuds, on peut observer le trafic en entrée du réseau Tor et le trafic en sortie, et on peut le corréler. Donc typiquement, si l'activité semble similaire en entrée et en sortie, en fait, on peut péter l'anonymat, quoi. On peut voir en sortie ce que la personne demande et en entrée qui la personne est, quoi. Un VPN c'est très bien également, mais s'il conserve les logs et que si Gilbert il fait une lettre, il va toquer chez le fournisseur du VPN, bonjour, filez-moi tous les logs de telle adresse IP, en provenance de telle adresse IP, et que le VPN il vous, enfin, il file tout aux autorités, bah vous êtes niqué au final. Votre VPN il aura servi à rien. Bon, il aura pas servi à rien, hein, il aura ralenti les choses, mais fondamentalement il aura servi à rien. Donc dans l'idée, il faudrait en prendre un qui ne conserve pas les logs et qui est situé dans un pays qui ne collabore pas avec le pays d'où tu agis. Enfin. Et pour citer Shrek, pour parler de sécurité informatique, la sécurité c'est comme les oignons, ça marche par couche.
C'est-à-dire qu'il faut foutre le plus de couches possible. Comme ça, bah, s'il y a une couche qui pète, bah, c'est pas grave. Le mec qui veut remonter à toi, bah, il s'en mange une autre, quoi. Tac. Alors, en résumé, je vais up le topic avant. Et si vous voulez le faire, c'est toujours sympathique aussi. Tac. En résumé. En résumé pour la partie théorique, enfin voilà, je vous ai présenté des règles de sécurité comportementale et des règles de sécurité technique. Les unes ne vont pas sans les autres. C'est-à-dire que si vous êtes extrêmement précautionneux et que vous ne lâchez pas d'infos par votre comportement, que vous prenez bien garde à agir de nuit, à bien mener votre double vie sans que ça déborde sur votre vraie vie, etc., etc., mais qu'à côté vous utilisez votre propre connexion en mode insouciant, et que vous n'utilisez pas des solutions pour être un peu safe, tout simplement, bah c'est pas grave. Enfin, vous êtes niqué, quoi. C'est plié. Et à l'inverse, bah, la sécurité technique sans sécurité comportementale, c'est pareil. C'est pareil, si vous êtes un gros hacker de l'underground et que vous vous vantez de ça à droite à gauche, et qu'on arrive à remonter, enfin voilà, qu'avec votre pseudo est corrélé à un vieux profil que vous aviez quand vous jouiez à Dofus et qu'il y avait votre vrai mail, tu vois, et que, enfin voilà, petit à petit on remonte à vous. Donc, il faut appliquer les deux pour être plutôt safe. Et comme je vous l'ai dit, la sécurité opérationnelle ne fonctionne pas rétrospectivement, ça veut dire qu'il faut être proactivement paranoïaque, il faut proactivement appliquer ces règles pour justement éviter les emmerdes. Donc là, je vous ai mis une petite blague dans le milieu des nerds. C'est en gros, voilà, il y a un mec, il a ultra peur de la NSA et tout. Du coup, il va chiffrer à mort ses PC. Mais bon, si on remonte à lui, enfin voilà, pour camoufler ses identifiés et ses actions électroniques, on va dire. Mais bon, s'il y a un mec qui arrive à le choper, il va lui mettre 2-3 coups de clé à molette pour obtenir sa clé de chiffrement et déchiffrer les données, quoi. Et son chiffrement, au final, il aura servi à rien. Alors fondamentalement, la solution technique, elle est magnifique, c'est du chiffrement, c'est prouvé par la recherche mathématiquement. S'il est bien appliqué, il n'y a pas de souci. Si le mec est devant toi et qu'il te met 2-3 patates, tu vois, quelque part, c'est foutu, quoi. Voilà. Donc, une bonne obsèque face à une menace qui est sérieuse, c'est pesant mentalement, c'est lourd techniquement. Et c'est extrêmement difficile, parce que vraiment, il suffit d'une petite information. Et vous allez voir dans les histoires que je vais vous raconter après. Donc, on va appliquer la philosophie de celle que j'appliquais sur Call of One quand j'étais gosse. C'est one shot, one kill, one move. C'est tu fais un truc, t'agis et tu disparais. Et là j'ai foutu une petite citation de l'art de la guerre pour faire stylé, tu vois. Mais en gros, voilà, tu fais ton truc et tu donnes plus jamais de nouvelles de toi. Et enfin voilà, tu t'en vantes pas à côté, bref. Bon là je parle de l'action d'un mec isolé, quoi. Voilà, on a fait le tour. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que ça va? Je suis compréhensible, je suis clair, il n'y a pas de zone d'ombre. Ok. Bon, bah on va passer aux histoires. C'est la partie la plus marrante. Alors, c'est parti. Alors, on va commencer par une première histoire. Celle-là, elle est marrante. Alors, en fait, ce mec, vous voyez, là, il y a un mec, c'est un Français ou un Belge, j'en sais rien. Et ce teubé, il est parti rejoindre l'État islamique au Moyen-Orient, je sais pas où. Et vous voyez qu'il tape des petits selfies au calme, avec un sourire Colgate et ses Ray-Ban. Bon, déjà, Ray-Ban, je pense que c'est américain ou j'en sais rien. Déjà, niveau crédibilité, tu vois un petit peu le bonhomme. Bref, ce débile, il tape des selfies. Il tape des selfies. euh, Bah, où il va, quoi, en gros. Et regardez, franchement, on pourrait mettre un filtre Instagram sur la première photo. En vrai, ça passerait bien. Enfin bref. Toujours est-il que cet ahuri
Cet ahuri, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il se prenait aussi en photo dans son QG, en fait, quand il s'entraînait avec ses copains terroristes, pour faire... donc voilà, c'était un camp militaire, il s'entraînait, quoi. Et il s'avère que les photos, parce qu'il faisait de la propagande sur les réseaux sociaux, vraisemblablement, enfin bref, en gros, il les foutait en ligne, il s'avère que ces photos, eh bien, embarquaient des métadonnées. Alors les métadonnées, c'est des données, je sais pas comment bien l'expliquer, mais c'est les données, entre guillemets, invisibles autour des... Enfin voilà, typiquement vous avez un livre, une métadonnée, ça peut être le nombre de pages, qui est l'éditeur. Typiquement, la donnée qui vous intéresse dans un livre, c'est le contenu. Quand vous achetez un livre, vous voulez le lire. Et ben les métadonnées, ça peut être le titre, le sommaire, l'éditeur, le nombre de pages, etc., etc. Et bah là, dans le cadre des photos, les métadonnées embarquaient des coordonnées GPS. Parce qu'il faut savoir que typiquement avec un iPhone, alors je pense que c'est plus vrai maintenant, mais quand tu prenais une photo avec un iPhone, eh bien ça embarquait les coordonnées GPS d'où tu avais pris cette photo. Alors il s'avère que les Anglais ou les Américains ont récupéré ces photos, hein, fatalement, ou les Français en fait, je sais pas qui c'est qui les a récupérées. Ils ont fait une analyse des métadonnées, parce que voilà, ils sont un peu futés quand même, hein, un minimum. Et il s'avère qu'ils ont trouvé des coordonnées GPS. Donc là, c'était YOLO, hein, ils ont pu, ils ont pu enfin, ils ont pu prévenir Moshi et son F-16, tu vois. Et il est parti bombarder le camp. Donc voilà. Alors, enfin voilà, pour résumer, pour résumer les choses très bêtement, le mec a causé la mort de 100 de ses potes en postant une photo. Est-ce que vous commencez à... Est-ce que vous commencez à cerner l'importance de la sécurité opérationnelle? Bon, voilà pour la première histoire. Seconde histoire. Seconde histoire, on va parler de Polar et Starva. Alors, qu'est-ce que c'est que Polar et Starva? C'était deux applications, donc applications téléphone, hein, de fitness. En gros, ça te permettait de courir, de partager tes parcours de jogging, le nombre de kilomètres que t'as fait, ce genre de truc, en mode réseau social. Voilà, donc Starva et Polar avaient leurs propres réseaux sociaux, tu pouvais te comparer, tu pouvais voir les autres mecs qui faisaient du jogging, combien de temps ils ont couru, etc. etc. Alors, déjà, enfin voilà, est-ce que vous sentez le potentiel de merde de cette application? Eh ben, franchement, je sais pas quoi dire. En fait, cette application a été utilisée par des militaires. Et il s'avère que, tout simplement, comme c'était utilisé par des militaires, elle a permis de localiser des bases militaires secrètes. Et il s'avère même que, il y avait un officier qui était plutôt bien, bien haut dans la hiérarchie, qui était localisé dans une base militaire un petit peu isolée, dont le site était tenu secret, entre guillemets, et qui hébergeait le feu nucléaire. Et il se trouve que il tapait toujours des petits footings le dimanche matin. Et, euh, et non seulement déjà il y avait son nom réel, donc sa vraie identité, et du coup il a permis de localiser la base qui contenait le feu nucléaire, ce qui est plutôt problématique. Alors ça je crois que c'est chez les Américains. Donc voilà, c'est pareil. Là, faut absolument dire aux gens de pas utiliser ce genre de merde. C'est là que les gens de la Sécu ils disent non, vous arrêtez vos conneries, vous utilisez pas. Enfin, voilà, évidemment, vous postez pas sur Facebook, oh là là, je suis à la base militaire machin. Ça c'est évident, tu vois. Les gens sont pas trop cons encore. Mais ce genre d'éléments, en fait, ils n'en ont pas spécialement confiance, et c'est là que les gars de la Sécu sont censés intervenir et former les gens. Et mettre des grosses claques et mettre des grosses claques aux gens quand ils apprennent que c'est ça quoi, qu'il y a ce genre de conneries qui traînent. Alors, histoire suivante. On va parler encore, enfin on va parler d'espionnage maintenant, de renseignement. Alors, et on va parler justement du cas entre guillemets qui oppose la CIA à la Chine.
Or, il s'avère que dans le monde merveilleux où nous vivons, il y a une guerre permanente qui est invisible, et il se trouve que la CIA envoie des agents en Chine. Et malheureusement pour eux, la Chine, voilà, c'est un pays où la technologie est extrêmement surveillée. La CIA a donc fourni à ses agents des moyens de communication spécifiques. Alors je sais pas comment ils se débrouillent, peut-être ils utilisent des canaux cachés, etc. Mais voilà, les agents qu'ils envoyaient, il se trouve qu'en fait, à chaque fois qu'ils en envoyaient un, bah le mec, il se faisait griller au bout d'un moment. Alors ils se sont dit, bah merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Pourquoi? qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Et ils se sont dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont commencé à auditer la solution de communication, auditer de manière technique, hein, donc c'est typiquement du piratage enfin un audit de sécurité, une évaluation du produit de sécurité. Ils l'ont évalué, et il se trouve qu'en fait, ils utilisaient deux plateformes de communication. Une un petit peu pour les noobs, pour les petites recrues qu'ils n'envoyaient pas encore en territoire hostile, et une pour les agents confirmés et très importants. Enfin voilà, les agents qui déployaient vraiment sur des endroits sensibles où il y avait des possibilités de collecte de renseignements assez importantes. Et il se trouve que la première n'était pas sécurisée, la première plateforme. Et il se trouve également que la première, en fait, dans sa conception, elle communiquait avec la seconde. Donc ça, à mon avis, c'est un gros cafouillage, hein. C'est juste qu'ils ont, je veux pas dire ils ont fait un copier-coller, mais ils ont dû cafouiller quelque part. Ce qui fait que les Chinois, ils avaient réussi à péter la première, parce que voilà, c'est toujours intéressant aussi de savoir qui sont les noobs des ennemis, des agents ennemis. Et par la première, en fait, bah, ils se sont rendus compte enfin, voilà, ils ont pu remonter à la seconde et ils ont pu l'identifier et la poutrer. Et le bilan de tout ça, c'est que, bah, il y a eu 30 meufs. Il y a eu 30 agents états-uniens qui ont été envoyés en Chine qui se sont fait niquer. Donc voilà, voilà, c'est encore un cas, hein, enfin encore un endroit où l'obsèque n'a pas été considéré et le risque correctement. Enfin, peut-être qu'ils s'en foutent d'ailleurs, les gens qui envoient leurs hommes là-bas. Mais il y a eu une faille dans la sécurité opérationnelle, ça c'est indéniable. Et la conséquence de ça, bah du coup, le risque c'est atteinte à la vie humaine. Ils ont perdu 30 bonhommes. Voilà, voilà, c'est joyeux cette présentation, hein. Alors, maintenant, on va parler des deux plus grosses histoires de fail de sécurité opérationnelle. Euh, je vais me prendre une petite pause, je vais boire un coup là, et je vais hopper le topic. Bon, de toute façon, il est minuit, il n'y aura personne à mon avis. Hop, et je bois un coup. Merci bien, Principe qu'il a. Je bois pas comme. Ah, c'est de la cristalline, si tu veux tout savoir. Tu vas pas me profiler avec ça. Me profiler avec ça. Alors, attaquons l'histoire de la ferme des animaux. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est la ferme des animaux? Dans le chat, la ferme des animaux, ça vous parle? Exactement. Exactement, exactement. Bah, c'est pas de ça dont on va parler, évidemment. Mais je vois que les quais sont cultivés. Les rails sont cultivés. Alors, la ferme des animaux en sécurité informatique. Oui, oui, tout à fait, ouais, je sais même plus qui c'est qui a écrit ça. Pas Aldous Huxley aussi, le gars qui a fait le meilleur des mondes. Ouais, c'est une satire du communisme. Mais dans le monde de la sécurité informatique, la ferme des animaux fait référence à toute autre chose. Alors il s'avère que en fait, ils font référence à une suite de plusieurs malwares, donc c'est des virus, hein, pour dire les choses simplement en fait. Enfin, des logiciels malveillants, pour être précis,
qui a été utilisé à des fins d'espionnage. Ah oui, George Orwell, pardon. Pardon. Euh, utilisé à des fins d'espionnage, ultra sophistiqué. Donc, ces malwares analysent la présence d'antivirus sur les autres qu'ils infectent et s'adaptent en fonction. Et ils vont même jusqu'à s'auto-détruire si le risque d'entrer en phase active est jugé trop important. Ils ont été retrouvés, enfin voilà, typiquement ça vise des centres de recherche, des organisations stratégiques, des centrales, des bases militaires et tutti quanti quoi. Ils ont été, et des administrations aussi, c'est toujours intéressant. Ces malwares, cette suite de malware, elle a été retrouvée en Algérie, en Côte d'Ivoire, en Iran, en Malaisie, en Syrie. Donc voilà, je vous ai mis des ambassades, des sites, des instituts de recherche, des universités. Également dans des organisations européennes supranationales, donc en Grèce et en Norvège, je sais plus c'est quel truc. Alors déjà, rien qu'avec ces éléments, est-ce que vous imaginez déjà qui pourrait être à l'origine de ces malwares? Donc voilà, hein, c'est un petit peu de géopolitique entre guillemets. Enfin voilà, rien qu'avec le fait que ça soit retrouvé dans ces pays-là, là, il y a peut-être des indices, entre guillemets, dans... Oui, c'est un autre gouvernement, ça c'est une certitude. Ils sont ultra sophistiqués, les virus. Donc, au vu du degré de sophistication du virus, on est sûr que c'est une entité qui a des moyens. Alors ça peut être une mafia, ça peut être un État. Voilà. Quand on est face à un truc d'un tel niveau, entre guillemets, c'est pas Jean-Kévin qui a récupéré un code, qui l'a modifié, même si c'est un génie, hein, là c'est pas la question, on s'en fout. Là c'est une équipe d'ingénieurs qui a taffé dessus de manière sérieuse pendant un moment, quoi. Donc, État ou mafia? Hmm. Russie ou USA? Ou Chine? Ou CDN, Corée du Nord? Hmm. Eh ben attendez, on va poursuivre les indices. Autopsie des malwares. Alors il se trouve qu'ils ont récupéré des souches de ces malwares et ils les ont désossés, ils ont appliqué ce qu'on appelle une rétroconception dessus, ou une ingénierie inverse. En gros, concevoir un truc, c'est prendre des pièces détachées, les assembler et t'as le produit final. Et ben la rétroconception, c'est l'inverse. C'est t'as le produit final et t'essayes de voir comment il a été construit. Typiquement, moi, je vole un produit. Enfin, pour revenir sur le cadre de l'espionnage industriel, je vole un iPhone. Je vole un iPhone. Je vais essayer de le désosser pour comprendre comment il fonctionne. Voilà. Donc là, j'ai pris un exemple bidon, mais faut imaginer ça sur des trucs un petit peu plus sympas. Alors, vous voyez que la rétroconception de ce malware a montré qu'il y avait des commentaires absolument dégueulasses dans le code de l'application. Dégueulasse dans le sens grammatical anglais. Hein. Fice and dead, hein, les verbes irréguliers en anglais, c'est pas trop ça quoi. Alors, est-ce qu'avec cet indice supplémentaire, vous avez une idée de qui ça pourrait être? Bûche magique, principe qu'il a, Spike. On a pour l'instant un virus qui est visiblement très sophistiqué, donc c'est un état à la manœuvre, qui s'est retrouvé en Algérie, en Suisse, en Iran, en Syrie, et dont apparemment les auteurs font preuve d'un anglais absolument dégueulasse. Alors, on poursuit les indices. Dans l'autopsie des malwares, c'est pareil, il y avait mention de kilo-octets. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi je prends la peine de le mentionner? C'est que tout simplement, en anglais, on ne dit pas KO, mais KB, pour kilobyte. Byte, c'est un octet en anglais. Et il se trouve que le mot octet est utilisé uniquement par les Français. Donc, cette info de merde, tout simplement, elle pointe sur nous.
Donc vraisemblablement, bah la ferme des animaux, c'est nous. Et, euh, et bah voilà, en gros, il s'avère que c'est une suite de plusieurs malwares, donc là je vous ai mis trois exemples. Euh, j'ai mis enfin, les noms, je les ai pas inventés, hein. Je veux dire, on a retrouvé ça dans le code, on a fait des recherches, on a fait de la rétro-ingénierie, on a essayé de chercher et tout, machin, machin. Et on a trouvé un virus qui s'appelle Casper, un virus qui s'appelle Dino, un virus qui s'appelle Babar. Exactement. Ah non, mais on se sous-estime beaucoup, je pense, en France, hein. Sûrement, en vrai, on a moins de moyens, à mon avis, mais on n'a pas le pognon, mais on a le talent. Donc Babar, Tafakalu, qui signifie ça va chauffer en Languedoc, et apparemment l'auteur d'un de ces malwares, enfin voilà, en gros, lors de la rétroconception, on a vu mention d'un certain Titi. Donc les hypothèses, enfin voilà, les hypothèses enfin voilà, ont été formulées, et c'est potentiellement un gars qui, enfin voilà, le père de ces virus, enfin l'un des pères de ces virus, ça pourrait être un Thierry du coup. Alors, le profiling s'arrête pas là. Pourquoi? Enfin voilà, parce que je vous ai dit que c'était une suite de malware, mais vous pourriez vous dire, mais merde, pourquoi? Pourquoi t'es en train de nous dire que ces trois malwares, ces quatre malwares, ces X malwares sont corrélés et proviennent de la même entité, ont la même paternité? Eh bien c'est très simple. Parce que, ils présentent des portions de code rigoureusement identiques, il y a eu du copier-coller. Ils ont des façons d'agir similaires, la même façon de se planquer, la même façon de détecter les antivirus, la même façon de s'auto-détruire si le risque d'entrer dans sa phase active est jugé trop élevé. Et ils ont le même centre de commande et contrôle. Alors, en gros, vous pétez des systèmes. Ces systèmes vont aller se connecter à un serveur sous votre contrôle. Donc là, on voit que les pères de la ferme des animaux ont loué le nom de domaine horizontourisme.com et ont hébergé leur merde dessus, leur centre de commande et de contrôle. Il s'avère que c'était le même pour les trois malwares. Donc voilà, on retrouve dans l'arborescence du serveur qui a été down, qui a été identifié et foutu down, que dans l'arborescence, on a du D13, qui fait vraisemblablement référence à Dino. On a du BB28, qui veut dire babar, bébé, et TFC pour Tafakalu. Donc c'est le même papa, et ça c'est une certitude. Voilà, je me suis tapé un délire, hein. Non mais genre, bon, ça c'est la photo de la DGSI sur Wikipédia, et il y a un camion avec la ferme. Ça m'a fait délirer quand j'ai vu ça, du coup je me suis dit que je le foutrais. Euh, Plus sérieusement, en fait, bah voilà, Bernard Barbier, l'ex-directeur de la DGSE, l'a reconnu quand il était à Supélec ou je sais plus où, ou à Centrale Télécom, ou je sais plus où, dans n'importe quelle école d'ingénieur. Euh, voilà, il a. Voilà, c'est- à l'heure actuelle, c'est avéré que la ferme des animaux, c'est la DGSE qui l'a fabriquée. Officiellement, j'entends. Euh, et là, on va attaquer la dernière plus grosse histoire qui va clore cette soirée. Minuit 15, ouah, ça va, on est bien. Alors, Lulsec. Lulsec, c'était en 2011, je m'en souviens à l'époque. Je suivais assidûment les actualités parce que ça me faisait délirer sur Twitter. Je suivais de manière assidue leur compte Twitter en attendant qu'ils lâchent de nouvelles infos, qu'ils ont pété, etc., etc. Alors, Lulsec à la base, c'était un petit groupe de hackers sans prétention qui a commencé à pirater des trucs, des entreprises. Donc voilà, X Factor, Sony, Nintendo, bon, quelque part on s'en fout pas, hein. Enfin voilà, si je suis dans cette entreprise, moi ça me fait chier. Mais je veux dire, en tant que citoyen d'un État, enfin voilà, en tant que citoyen français, moi je m'en bats les reins, je m'en cague que Sony se fasse péter. Je veux dire, je m'en cague qu'une entreprise pas stratégique aussi en France se fasse péter, quoi. Si ça commence à toucher les services publics ou l'armée, là ça commencerait plus à me faire chier, on va dire. Donc voilà, des petits hackers qui piratent deux trois trucs et qui se font une petite fame avec ça, qui commence à devenir célèbre.
Et avec cette célébrité, ils vont... Enfin voilà, leur groupe va prendre une tournure politique en fait. Et ils vont lancer l'opération Anti-Sec. L'opération Anti-Sec, c'était quoi? C'était genre... l'État nous cache un paquet de choses, on va les pirater et on va rendre des documents publics. Voilà, l'État... Enfin, quand je dis l'État, c'est l'État et ses institutions. Alors, ils ont commencé à faire un petit peu des conneries un petit peu plus conséquentes. Hein. Ils ont notamment commencé à péter la police d'Arizona, ce qui était assez problématique, et rendre les documents publics, hein. Ce qui était plutôt problématique, parce que, parce que la police d'Arizona, en fait, avait des membres infiltrés dans les cartels mexicains, et que rendre publique l'identité de ses membres, c'est pas très bien pour la durée de vie, ça. C'est pas très bien pour l'espérance de vie. Ils ont aussi commencé à péter d'autres plateformes institutionnelles en Angleterre, en Amérique, etc., etc. Et d'ailleurs, ils ont été rejoints par Anonymous. Donc ils ont fait un petit peu... ce petit groupe a fait appel à Anonymous, Et là, bah, le FBI et les autres polices ont commencé à se dire, bon, on va commencer à faire quelque chose, hein, ces petits connards. Ah, ces petits connards, ils commencent à faire chier, on va les calmer tout de suite. Et c'est là que la traque a commencé. Et je vais directement aller... je vais directement faire une ellipse et arriver jusqu'au moment où Sabu, en fait, s'est fait choper. Sabu, entre guillemets, c'était un peu le leader de l'Ulsec. Ok. Et il se trouve que ce bâtard, enfin ce bâtard, entre guillemets, hein, je veux dire, dans ce cas-là, on sait pas comment on réagit, mais ce mec-là, il va collaborer sans vergogne avec le FBI pour aider à faire tomber ses copains. Donc là, à ce niveau-là, le loup est dans la bergerie, et, euh, et normalement, bah voilà, si les bonnes pratiques de l'obsèque avaient bien été appliquées, eh bien, seul Sabu qui a foiré son obsèque en aurait payé le prix. Mais on va voir que c'était pas justement des rois de l'obsèque, les gars. Ah bah là, en l'occurrence, oui. Mais de toute façon, franchement, quand t'es hacker, politiquement, à mon avis, l'État te fout le grappin dessus, il te met un coup de pression, tu vas pas niquer ta vie pour ça, quoi. Je veux dire, t'es pas en guerre, entre guillemets, t'as pas l'opinion publique avec toi, je veux dire. Tu sais, tu crèves dans ton coin, tout le monde s'en fout, quoi. Donc, franchement, les hackers qui font ça, déjà, je trouve ça un petit peu stupide. Bon, bref. On va commencer avec Jerry. Alors, ce que je vais vous présenter là, en fait, c'est des comptes rendus de procès-verbaux lors de sessions au tribunal, hein. Donc là, on va commencer avec Jeremy Hammond. Alors, il s'avère que, bon, toujours selon le cas, enfin voilà, selon le postulat que Sabu en fait a été retourné en fait, il est retourné, il collabore maintenant pour essayer de faire tomber ses potes, et il s'avère que justement sur IRC, bon il passait par tort et tutti quanti les gars, il s'avère que par IRC en gros le mec qui s'appelait Anarchaos, dont le pseudo était Anarchaos, en gros là dans les procès-verbaux CW-1 c'est Sabu, c'est la balance quoi. Et bien il s'avère qu'il parlait avec Anarchaos, donc Jérémy Hammond, et Jérémy lui disait, bah écoute, moi je me suis fait arrêter parce que j'avais de la weed, et j'ai fait 2 semaines en prison. Ok. Et ce Goldbut, il lui dit, vas-y, s'il te plaît, dis-le à personne, hein, parce que ça pourrait compromettre mon identité, mais là je suis en liberté conditionnelle. Et si vous vous rappelez de la première règle, pourquoi il a pas fermé sa gueule? C'était quoi l'intérêt de lui dire ça? Alors, c'est humain, entre guillemets, c'est compréhensible. Je veux dire, les mecs, fatalement, tu passes du temps avec lui, tu vas sympathiser, des liens vont se créer avec lui, tu vois. Mais quand tu fais un truc illégal, ou quand tu fais un truc clandestin, enfin un truc répréhensible, machin qui peut te péter à la gueule, euh, enfin là, c'est une des règles, entre guillemets, c'est pas un jeu. Je veux dire, tu fous ta tête.
Enfin là, tu joues ta tête, entre guillemets. Et si le mec, il a pas besoin de savoir ça, bah lui dis pas. Je veux dire, c'est bien pour toi et c'est bien pour lui, quoi. Et ça reboucle avec le fait que que dans Reservoir Dogs, les mecs, ils s'appellent par des pseudos et ils sont pas censés se raconter leur life avant le braquage. Et bah là, on voit un beau fail. Le mec, il lui donne une information extrêmement discriminante. Je veux dire, on passe euh, d'un ensemble de candidats potentiels derrière ce pseudo à, bah, à une centaine, peut-être, enfin à un millier, j'en sais rien, mais les mecs qui ont fait 2 semaines de liberté conditionnelle et qui se sont fait arrêter pour weed, il y en a pas des masses. Je veux dire, avec ça, le mec, il a compromis son identité d- avec un échec dans sa sécurité comportementale. Et là, c'est totalement indépendant de la sécurité technique. Vous avez vu, le mec, c'est Sabou qui a merdé, on l'a retrouvé. Et là, il est en train de causer avec lui. Et sa solution technique peut être magnifique, mais son comportement est hautement dangereux. Et il va pas s'arrêter là. Il va également lui dire que il est Frigan. Frigan, en gros, c'est les mecs qui partent faire les poubelles, en fait, parce qu'on balance des trucs totalement comestibles en poubelle. Et bah voilà, c'est un petit peu son paradigme. J'imagine que le mec, bon, il doit pas être pété d'oseille et il doit avoir des conditions en mode lutte anti-gaspillage, etc., etc. Il se trouve que bah, le Chicago Law Enforcement Authority, ils ont commencé à surveiller Jeremy Hammond parce qu'il cochait toutes les cases entre guillemets des renseignements qu'ils avaient collectés. Ils l'ont suivi et ils se sont rendus compte que bah oui, il était bien Frigan parce ils l'ont vu en train de faire les poubelles à la recherche de nourriture. Hop, ils ont bah voilà, comme je vous disais, hein, donc c'est divulgation d'informations personnelles extrêmement discriminantes. Et là pour le profiling, c'est royal. Ils l'ont retrouvé extrêmement facilement, hein. Donc là, bon, on a un état en face, hein. Le mec, il a les registres, enfin, il peut avoir accès aux registres de toutes les personnes qui ont fait de la tôle, etc., etc. Donc le niveau de menace est quand même assez élevé, hein. Si t'as un état en face, tu chimous, quoi, pour dire les choses crûment. Don Chua Carol, alors lui, je sais pas quoi dire. Ils sont transmis du code malveillant par Facebook. Franchement, est-ce que vous voulez vraiment que je détaille en quoi c'est une stupidité? Enfin, c'est stupide de faire ça. Bon, voilà, je veux pas épiloguer, hein, c'est assez clair. Euh, Don Chua Carol, toujours, enfin voilà, toujours lui. Il se trouve qu'il avait plusieurs pseudos, donc Palladium, Polonium et Anon Sako. Euh, Ces différents pseudos, en fait, étaient utilisés depuis la même adresse IP. Donc là, c'est un fail dans sa sécurité technique. C'est un fail dans sa sécurité technique qui a mené à la contamination de ses identités, parce qu'on a pu savoir que Palladium, Polonium et Anon Sako c'était la même personne, et du coup, les renseignements collectés depuis le pseudo Palladium et Polonium et Anon Sako, on a pu les mettre ensemble et les corréler, pour essayer d'en deviner d'autres d'avoir un profiling plus précis. Donc, fail dans la sécurité technique qui entraîne une contamination qui est dramatique. Euh, Bon voilà, c'est le même délire, vous pourrez relire si ça vous intéresse. Contamination, recoupement de personnel, identité. Euh, Toujours pour poursuivre dans les fails techniques, pardon, dans les fails de sécurité comportementale, eh bien Samu va lui demander en gros quelle solution technique il utilise pour être safe, pour rester en sécurité. Sabu la grosse balance. Et bah, Don Chua va lui dire, bah écoute, moi j'utilise un Mac, enfin j'ai un MacBook, je passe par Tor et j'utilise le VPN Perfect Privacy. Et là, et là, ce genre de questions, là c'est extrêmement difficile, là, parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Ces deux mecs qui, entre guillemets, ils font des trucs ensemble, des opérations ensemble, des liens secrets. Mais ce genre de questions extrêmement ciblées sont ultra louches, mine de rien. Et si dans le choix prenait pas ça à la rigolade, faisait preuve d'une sécurité opérationnelle vraiment
efficace, ce genre de comportement aurait levé des alertes, enfin voilà, levé des alertes en lui et il aurait été sur la défensive et aurait été évasif ou n'aurait pas répondu, etc., etc. Donc, fail dans le fait d'être proactivement paranoïaque, et encore un fail dans le fait de fermer sa gueule et de ne pas dire comment on fait les choses. Donc, ils avaient quel âge? Bah, je pense qu'ils avaient 19 ans ou un truc comme ça. Ils avaient 20 ans, 22 ans, j'en sais rien. C'était pas des gamins non plus, hein. Je pense qu'ils avaient la vingtaine. Plus de la vingtaine, hein. Alors, voilà, donc Doncha, quelques instants plus tard, le FBI va retrouver un suspect potentiel. Ils vont. Je vous rappelle, hein, j'ai dit qu'il avait un MacBook. Et ce détail a son importance. Il a l'air extrêmement anodin, hein, comme ça. Mais il est extrêmement important, et vous allez voir. En gros, les mecs vont le suivre. Enfin, c'est pas ils vont le suivre, c'est ils vont savoir où il habite. Et ils vont commencer à sniffer les réseaux Wi-Fi. Ok? Le réseau Wi-Fi domestique, le réseau Wi-Fi qu'il a auprès de son ISP, son fournisseur d'accès. Ils vont ils vont réussir, enfin, ils vont identifier qu'il y a des appareils, hein, des ordinateurs. Bon, si vous lancez un sniffing en Wi-Fi, vous verrez des access points, enfin voilà, entre guillemets, des bornes Wi-Fi et des stations, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre récepteur TV qui est en Wi-Fi, que ce soit votre ordinateur, vous les verrez par sniffing Wi-Fi, et vous verrez notamment leur adresse MAC. L'adresse MAC, c'est l'adresse de la carte réseau. Et il se trouve que je vous ai dit qu'il avait un MacBook, le gars. Et l'adresse MAC, en fait, les trois premiers bytes, les trois premiers octets de l'adresse MAC correspondent au constructeur. Et comme c'est un MacBook, bah, c'était un constructeur spécial, entre guillemets, qui fournissait tous les MacBooks. Donc on était sûr que l'ordi qui était présent ici était un MacBook. Ils vont poursuivre, ils vont observer le trafic qui part de son réseau, ils vont voir qu'il passe par Tor. Alors là, c'est bon, YOLO, ils ont assez d'éléments, ils vont débarquer chez lui, bim bim badabim, les menottes, et tout ça et tout ça. Donc, encore un fail, encore un homme qui est tombé. Et au milieu de toutes ces conneries, au milieu de tous ces échecs, eh bien, il y a Virus. Virus. Virus, lui, est paranoïaque. Il est proactivement paranoïaque. Et il va sentir le coup fourré. À un moment, Sabou va revenir. Et en gros, il va y avoir un petit discours avec lui. Avec Virus. Alors, en fait, à mon avis, Sabou n'avait pas... Enfin voilà, le FBI n'avait pas assez d'éléments à charge contre Virus pour l'incriminer sur sur les faits, voilà, piratage d'institutions, etc., etc. Donc la technique, leur petite technique de fifou, c'est, entre guillemets, de faire en sorte qu'il fasse une action illégale pour lui tomber dessus. Ok? Et comment ils vont faire? Bah, ils vont dire à Sabou, écoute, tu vas lui demander de doxer quelqu'un. En gros, doxer quelqu'un, c'est faire du doxing, c'est choper toutes les informations sur lui. Où il habite, quel est le nom de sa copine, quel taf il fait dans la vie, où il taffe, quelle est sa bagnole. Enfin voilà, vous ramassez un maximum d'infos sur une personne. Et si vous êtes un peu facétieux, vous la mettez en ligne. Enfin, vous mettez toutes ces informations en ligne. Sabou va lui demander de faire ça. En gros, il lui demande de faire quelque chose d'illégal. Et de le payer. Alors, je vous ai dit, c'est une technique des fédéraux, hein. C'est les fédéraux qui lui ont demandé de faire ça pour pouvoir lui tomber dessus après. Sauf que Virus, il sent l'arnaque. Et il se trouve que Sabou a été absent un petit moment. Ok? Et voilà, il lui dit, bah arrête d'essayer de m'accuser. En plus, Sabou, le petit fifou, il commence à accuser Virus d'être une balance, tu vois. Et Virus, il se démonte pas, il lui dit, oh mon petit pote, tu vas te calmer. Tu vas arrêter de m'accuser d'être une balance, en particulier après que toi t'es disparu et que tu reviens la fleur au fusil et que tu me proposes de me payer pour faire du doxing. Ça, c'est typiquement une tactique des fédéraux. Et il dit, et en plus, ton pote la Topiary,
enfin, voilà, qui était totalement inconnu, qui était plutôt safe, il s'est fait choper. Et là, qui dit quoi, te payer pour faire des conneries, enfin pour de la merde et tout. Et il dit ouais ouais, tu me proposes de me payer pour faire du doxing. Et il dit, seuls les balances proposent ça. Et du coup, à partir de ce message, Virus a totalement disparu. Et Virus, à l'heure actuelle, est toujours en liberté. Voilà, donc une personne a survécu à toute cette affaire. Une personne qui était suffisamment intelligente pour pas lâcher d'informations de manière stupide, qu'il s'agisse d'informations techniques ou d'informations comportementales. Enfin, d'informations induites par le comportement. En conclusion, je vais citer The Wire, une série que je regarde même pas, mais qu'apparemment qui est bien. Alors dans cette série, t'as un mec, ça doit être un patron, un gars du grand banditisme, lui il connaît mon nom, mais mon nom c'est pas vraiment mon nom. Et toi, à leurs yeux, on t'appelle le grec. Toi t'es le grec à leurs yeux. Et le mec il dit, ah ouais. Et en vérité, moi je suis pas grec. Ça me fait marrer. He knows my name, but my name is not my name. And you? To them, you're only the Greek. And of course, I'm not even Greek. Voilà, voilà. Voilà, sur cette vidéo, nous allons clore cette petite conférence sur la sécurité opérationnelle. Donc vous avez vu, hein, là c'était de la vulgarisation, il n'y avait pas d'éléments techniques ni rien. En conclusion, restez du bon côté de la barrière. Euh, voilà, si vous êtes encore gamin ou j'en sais rien, c'est peut-être attrayant. Vous voyez un idéal à poursuivre en faisant des conneries ou j'en sais rien. Très franchement, bon, à moins d'être totalement désespéré, vos idéaux, vos fantasmes ne valent pas que vous ruinez votre vie là-dessus. Qu'il s'agisse de votre carrière ou de votre vie professionnelle, en chopant un casier, en faisant de la tôle, etc. etc. On est toujours mieux du bon côté de la barrière. Putain, j'ai vu ça. Et les plus gros escrocs de la planète, ceux qui font les lois et le système, bah, ils les utilisent de manière intelligente. Et ils les violent de manière intelligente. C'est-à-dire que voilà, ils enfreignent la loi, mais quand c'est intéressant d'enfreindre la loi. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un peu glissant. Euh, donc, c'est pas la peine de devenir parano après cette présentation, hein. De toute façon, ça s'applique pas spécialement à vous. Enfin, entre guillemets, j'espère pour vous qu'il n'y ait pas une entité qui veut vous foutre la main dessus. De toute façon, si l'État veut vous avoir, il vous aura, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais quand même, il faut être conscient de cette mentalité, en fait, parce que, au cas où. Donc, si vous faites des trucs qui peuvent vous retomber à la gueule, bah taisez-vous. À la base, avant de faire ce truc, planifiez. Espérez que tout se passe bien, mais planifiez le pire. Ne faites confiance à personne dans la mesure du possible. Et n'oubliez jamais les risques que vous prenez et les infos que vous souhaitez protéger. Voilà, voilà. Et je pense que c'est terminé. Alors, si vous voulez un exemple, un exemple, un exemple d'exploitation de métadonnées pour créer du renseignement, etc., etc., j'avais fait une vidéo il y a 6 mois sur YouTube. Voilà, si ça peut vous intéresser, je peux vous l'envoyer. Bah maintenant, écoutez, je suis disponible si vous avez des questions, tout simplement. Hop. Ok, bon bah écoutez, moi je vais aller me pioter. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous balancer le lien d'une vidéo que j'avais faite il y a un moment. Ça peut vous intéresser.
Puis voilà. Voilà. Si vous avez pas de questions, on va terminer là. Je lâche mon truc, puis je me casse. Ciao, ciao. Tac. Chose promise, chose. Donc voilà, bim, pour ceux que ça intéresse. Et sur ce, je vous dis bonne nuit et à la prochaine.